1983, une année qui commence un samedi. Ouais, je l'ai vérifié. C'est important de le savoir parfois, parce qu'une année qui commencerait un dimanche ou un lundi, là c'est samedi. Donc 83, nous perdons en 83 des grands, hein, Louis de Funès, Tennessee Williams, Johnny. Hein. Johnny a rendu hommage, non, il faut le dire quand même. Arthur Koestler aussi est mort, Raymond Aron et Tino Rossi, le grand chanteur de Petit Papa Noël. Dans les politiques, il n'y a que Georges Bidault qui est mort à l'époque. Je ne sais pas si quelqu'un a un souvenir de Georges Bidault. Non. Vague. Vague, voilà. Donc Georges Bidault, en 83, est mort. Voilà, je ne sais pas grand-chose à dire. Sur le plan des idées, par contre, il y a un universitaire israélien qui va sortir un livre qui va faire date dans l'histoire des idées en France. C'est ce fameux, et j'ai l'édition originale en main, c'est Ni droite ni gauche, l'idéologie fasciste en France de Zeev Sternel. Alors Thomas, ce livre qui fait suite un peu dans notre émission à la trilogie sur la critique de l'idéologie française, on avait vu Paxton, on avait vu BHL. Le livre de Sternel, c'est un peu la matrice, c'est la thèse principale. Hein. Sternel commence à l'étudier dès le début des années 70. Son Ni droite ni gauche, c'est le livre de la consécration. Au départ, il va commencer à travailler sur Barès. Il travaille sur Barès et puis il travaille dans la suite des années 70 sur les origines françaises du fascisme et puis ce livre Ni droite ni gauche, l'idéologie fasciste en France. Donc on est, comme vous le disiez, sur cette même école de pensée de Bernard-Henri Lévy, de Paxton. C'est en France que serait né le fascisme, voire le pré-fascisme, puisqu'il va chercher, avant même la guerre 14, des éléments de synthèse du nationalisme et du socialisme qui auraient présidé à la naissance du fascisme ensuite dans l'entre-deux-guerres. Alors il intervient dans un contexte historiographique où en France on considère que il y a une sorte d'immunité française au fascisme dans l'entre-deux-guerres. On connaît la thèse de René Raymond, le grand historien des droites françaises. Il y a une droite orléaniste, bourgeoise et libérale. Il y a une droite bonapartiste. Il y a une droite légitimiste, contre-révolutionnaire. Et le fascisme ne rentre dans aucune de ces cases. Et pour Sternel, il faut remettre en cause cette historiographie. Il y a eu des mouvements fascistes en France. Et c'est en France qu'on peut trouver les racines du fascisme. Alors, contrairement peut-être à ce qu'on disait sur le livre de BHL, soyons honnêtes, la thèse de Sternel est assez séduisante parce qu'elle fait comprendre comme une sorte d'alchimie le fascisme. Beaucoup d'historiens ou d'idéologues ont essayé de définir ses racines, et lui, il y a une sorte de logique, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté des gens de droite et des gens de gauche en France qui vont se rencontrer et qui vont créer le début des premiers textes fascistes. Oui. C'est un peu ça. C'est ça, et le titre est important. Le titre Ni droite ni gauche veut bien dire que la critique, quiconque, quel que soit le mouvement qui critique à la fois le marxisme et le libéralisme économique et le libéralisme politique, est potentiellement fasciste ou fraye la voie au fascisme. Il le dit explicitement. On est presque dans l'annonce de la critique des rouges-bruns qui va venir par la suite. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est quand même un livre d'historien avec beaucoup de sources, mais tout doit rentrer dans sa thèse. Et on va retrouver à la fois le personnaliste Emmanuel Mounier, croisant Maurice Barrès, dans une espèce de mélange de fourre-tout, où finalement on ne comprend plus du tout ce qu'est le fascisme, puisque ça ressemble à une création totalement hétéroclite. Alors surtout qu'il donne beaucoup d'importance à des choses, quand il parle par exemple des cahiers de Proudhon, oui. Où effectivement il y a eu des syndicalistes de gauche et des royalistes qui ont travaillé sur les cahiers de Proudhon. Ils représentent quasiment rien. Ils ont été publiés à 100, 200, 300 exemplaires maximum. Oui. Donc l'influence de ce travail-là, lui, il le donne après, alors que sur le moment, personne ne les a quasiment lus. Non, tout à fait. Et puis,
impliqué Georges Sorel en plus dans une espèce d'émergence du fascisme, c'est quand même en soi tout à fait critiquable. Les mouvements aussi dont Alain de Benoît avait parlé et consacré une émission dans Les Idées à l'endroit sur ce qu'on a appelé les non-conformistes des années 30, d'après le titre de Jean-Louis Loubet-Deilbail, c'est éminemment critiquable d'inclure ces mouvements qui sont très divers, qui sont néo-socialistes, planistes, technocrates, etc., dans les mouvements fascistes de l'entre-deux-guerres. Si je peux me permettre, la question de l'idéalisme dont vous parliez, parce que c'est ça le défaut de Sternel. Bon, Sternel a des qualités. Déjà, il a une bonne connaissance du socialisme et du néo-socialisme, ce qui n'est absolument pas le cas de BHL. Donc c'est sérieux. Il y a quand même des études de texte, que ce soit Valois, Déat, Maulnier, Jouvenel, Henri Demand et le planisme. C'est assez sérieux. Et il y a deux idées phares, je pense. C'est d'une part que le fascisme n'est pas réellement du nationalisme, parce que le nationalisme est inconditionnel, il est viscéral. Cette relation à la patrie n'existe pas chez le fascisme qui lui, fétichise un régime et une idéologie. C'est pas la défense de la patrie, c'est la défense de la patrie à condition qu'elle soit sous régime fasciste. La deuxième idée phare, c'est que si cette filiation est vraie, alors le fascisme est une déviation du marxisme certes, mais une déviation de gauche. La déviation de droite, ça donne Jaurès. La déviation gauchiste, ça donne le fascisme via l'influence du syndicalisme révolutionnaire, de Sorel. Mais comme vous le disiez, Sorel et Barrès, malgré l'importance de ces deux auteurs, c'est quand même, ça pèse quand même pas lourd dans le jeu de causalité qui explique l'histoire du XXe siècle, moins lourd que, je sais pas, la Première Guerre mondiale et le crash, la crise économique de 29. Et c'est ce qu'on peut lui reprocher. Il parle dans un autre livre, Histoire et Lumière, il dit qu'il est contre l'idolâtrie des faits. Mais lui, le problème, c'est l'idolâtrie des idées. Alors c'est vrai que c'est très séduisant, très plaisant à lire, mais la détermination, il n'y a pas assez de détermination matérielle pour expliquer tout ça. Et en plus, il examine tout selon une logique téléologique, c'est-à-dire en fonction d'une finalité. Et cette finalité, c'est toujours la finalité vichiste. C'est on retrouve un tel sous Vichy, donc comment y arriver? On fait l'histoire à l'envers. C'est une espèce de l'histoire pour lui, c'est une espèce de lit de Procuste. Enfin, le fascisme est Procuste Procuste c'était le brigand. Vous savez, il attrapait les gens, il les mettait dans un lit, il coupait tout ce qui dépassait, et si le type était trop petit, il les tirait. Et à la fin, tout le monde est fasciste et mort, évidemment. Donc c'est aussi pour ça que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de nombreuses phrases commencent par « ce n'est pas l'effet du hasard si ». Pourtant, si, parfois, c'est un petit peu l'effet du hasard. Son fascisme est un concept très élastique. Je recommande d'ailleurs pour terminer un ouvrage critique qui est sorti sous la direction de Michel Vinocq et M. Berstein, avec Jacques Julliard, qui s'appelle Fascisme français aux éditions du CNRS, qui fait vraiment une critique méthodologique de l'histoire selon Sternel. Christophe, un mot? Sternel, il a un petit côté BHL plus scientifique, plus précis, mais plus azimuté. Il est un peu obsédé. Il est obsédé par effectivement le cercle Proudhon et Sorel, et il voit des fascistes partout, quoi. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu des petits problèmes judiciaires. Je crois qu'il y a eu un procès entre c'est Jouvenel, c'est ça, et lui. Et je crois que Raymond Aron défend l'attaque en fait, Sternel, en disant que c'est relativement brouillon, et je crois qu'Aron utilise l'expression ahistorique. Voilà. Voilà, bon, on fera juste peut-être une dernière question, Thomas, très critiquée du côté des historiens français, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est une thèse qui aujourd'hui est quasiment invalidée par tout historien au sérieux. Ah oui, tout à fait. Oui. Elle a été démontée, comme David l'a dit, par les historiens français, les spécialistes des années 30. Démonte tout à fait cette thèse. Ouais. Alors c'est un monsieur qui a un peu plus de 80 ans maintenant et qui a encore fait parler de lui récemment, puisque il assimile le racisme qui régnerait actuellement en Israël au début du nazisme. Donc, comme disait Christophe, on voit qu'il continue à avoir des nazis partout, quoi. Ok, peut-être qu'un jour on aura un livre sur l'idéologie fasciste née en Israël, on ne sait jamais, hein, pourquoi pas. On va